Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, notre journaliste Sarah Nabli nous a emmenés en Colombie à la rencontre du premier trouble reconnu légalement. Nous avons donc voulu nous intéresser à ces différentes formes de couple et plus particulièrement au polyamour. Et avec nous pour en parler, Isabelle Brouet. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes réalisatrice, votre dernier film Lutine est sorti en 2016 aborde justement la question du polyamour, mais vous ne parlez pas de polyamour mais de polyamorie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Alors, si vous voulez bien juste, je vais commencer par mon film a été tourné en 2016 mais sort en 2018. Donc il sort en avril 2018. Donc c'est pour ça que les gens n'en ont pas entendu parler jusqu'à maintenant. C'est normal. Ok. Alors oui, je parle pas de polyamour, je parle de polyamorie. En fait, c'est juste exactement la même chose. C'est une autre traduction du mot d'origine qui est polyamorie avec un Y qui a été créé aux États-Unis à la fin des années 90 pour parler d'un point de vue positif de ce qu'à l'époque ils appelaient ethical non-monogamie, donc de la non-monogamie éthique. Et en fait, ils ont eu besoin d'un mot pour se distinguer de ce qu'ils pratiquaient, qui était plus du libertinage, qui est plus axé sur la sexualité. Et là, ils parlaient de relations et de relations qui possiblement pouvaient aussi laisser la place à des émotions et à des sentiments et à de l'amour de se développer. Donc ils sont partis d'un mot grec qui veut dire poly, plusieurs, et d'un mot latin amor, que du coup ils ont mis en américain, ce qui n'existe pas en américain, ils ont créé ça amori, et ils ont dit polyamorie. Du coup les Français on s'est dit bah polyamorie, bah polyamour. Sauf que non, parce que quand on entend en français polyamour, on croit qu'il s'agit d'être amoureux, réellement amoureux de plusieurs personnes. Or non. Polyamorie avec un Y en américain et que du coup moi je traduis par la polyamorie IE en français, en le francisant, comme les Allemands disent dit polyamorie, ça veut dire uniquement la possibilité de vivre des relations non exclusives dans un cadre consensuel et éthique. Mais on ne qualifie pas ces relations. Elles peuvent être amoureuses, mais pas nécessairement. Elles peuvent être sexuelles, mais pas nécessairement. Elles peuvent être amoureuses et sexuelles. Elles peuvent être ni amoureuses ni sexuelles. Il y a des polys qui sont asexuels. Il y a des relations qui sont aromantiques. Donc voilà, on ne qualifie pas les relations. Donc quand je traduis polyamory en américain par la polyamorie en français, c'est beaucoup plus large. En tout cas, même si ça veut dire la même chose, quand on l'entend, on se dit what? Comme ils disent en anglais. De quoi tu parles? Ben, je parle de relations non exclusives, consensuelles et éthiques. Alors que si on dit polyamour, on se dit oh bah ouais, mais en fait, je suis amoureux de plusieurs personnes, voilà. Et non, parce que Ça touche pas forcément à l'amour, c'est ce que vous disiez. quelqu'un qui est adultère peut très bien être amoureux et de sa femme et de sa maîtresse, ou et de son mari et de son amant, ou il n'y a pas besoin d'hétéronormé tout ça, effectivement, mais dans tous les cas, on peut être amoureux de deux personnes, mais si une des personnes concernées n'est pas au courant, ben c'est de l'adultère. C'est pas de la polyamorie. Donc du coup, voilà, moi je préfère parler de polyamorie, au moins les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit, ils sont obligés de poser la question, et là on parle de relations non exclusives, consensuelles et éthiques. Et on rentre dans ce cadre-là. Bon, c'était un peu long comme explication, mais j'espère que du coup c'était clair. Non, mais bah, du coup, je voulais demander s'il y avait plusieurs formes. Et bah, ça répond au passage les différentes formes que ça peut prendre. On voyait, enfin, j'avais vu dans le film, il y avait un exemple où on voyait donc une femme qui formait deux couples. Un couple avec un homme et un couple avec un autre homme. Et les deux hommes, elles disaient, ils forment un couple, mais pas un couple, pas une relation sexuelle en l'occurrence, mais c'est aussi une forme de couple. Donc c'est vraiment ça en fait, le polyamorie. Alors, il n'y a pas de règle du tout. En fait, c'est juste un mot valise pour dire la possibilité de relations non exclusives, consensuelles, éthiques. Basta. À partir de là, tout reste à inventer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sortez du cadre du couple défini par la société comme étant deux personnes, parce que par définition le mot couple ça veut dire deux personnes, et donc exclusif, parce que c'est traditionnellement ce qu'on a, quand on sort de ce cadre-là, tout reste à définir. Et du coup, ce qui est en polyamorie, la différence avec le libertinage, parce que c'est une des questions que les gens posent très souvent, c'est que le libertinage, c'est aussi normalement une non-monogamie éthique et une non-monogamie consensuelle, mais c'est principalement sexuel. On parle de relations sexuelles et en général sans sentiment. Donc c'est plus une pratique sexuelle. Là où la polyamorie, on définit ça comme une orientation relationnelle. On parle de relation. Donc la question c'est, vous et moi, on rentre en relation.
Il se trouve que moi, peut-être, je suis déjà en relation avec quelqu'un, ou peut-être vous, ou pas. Et donc, on va en discuter. Et donc, moi, je vais arriver en disant, il se trouve que j'ai déjà une relation. Donc, si on rentre en relation, vous et moi, voilà, sachez qu'il y a déjà quelqu'un, que ce quelqu'un est au courant et bien sûr d'accord que je puisse nouer d'autres relations. Du coup, on va en discuter. De quoi vous avez envie dans la relation, de quoi moi j'ai envie dans la relation. Est-ce que si je crée une relation avec une troisième personne, vous avez envie d'être au courant ou pas? Est-ce que vous avez envie de la rencontrer ou pas? Et puis, est-ce que elle, si je rentre en relation, elle va avoir envie de vous rencontrer ou pas? Et du coup, ça veut dire que chaque élément de la relation va être discuté, négocié, et repose sur du consensus. Essentiellement du consentement enthousiaste, libre et éclairé, comme on dit. Donc on est vraiment sur la culture du consentement, et c'est pas facile, nécessairement. C'est déjà pas facile dans une relation à deux personnes, donc évidemment quand on en rajoute plusieurs, ça se discute, ça se négocie, mais bon, c'est comme dans une famille, hein. Quand on a des enfants, on fait aussi le choix, il y a des parents qui font le choix de dire c'est moi qui décide parce que je suis le parent, et puis il y a une structure hiérarchique qui dit j'ai du pouvoir sur toi, donc je décide pour toi et c'est comme ça. Donc il y a plein de couples qui traditionnellement, parce que notre culture et notre société est une société patriarcale, hiérarchique, où il y a des gens qui se prétendent ou se croient ou s'imposent plus fort que d'autres. Et puis il y a des familles où on dit voilà, on est en démocratie, de quoi t'as envie, de quoi j'ai envie, quels sont mes besoins, quels sont tes besoins, est-ce que ça te dit d'aller voir tel film, est-ce que non, moi je préférais plutôt aller au foot, moi le foot j'ai pas envie, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur du théâtre, enfin voilà, mais c'est juste la même chose, c'est démocratiser les discussions au sein des relations intimes. Alors justement, c'est un peu tout le cheminement que votre personnage principal fait, hein, de découvrir ce que c'est, quoi, le polyamorie. C'est une comédie documentaire, alors déjà on va peut-être préciser un petit peu comment est construit votre film. Alors j'ai appelé ça comédie documentée et non pas comédie documentaire, parce que quand les gens entendent comédie... avant j'appelais ça comédie documentaire et les gens pensaient que c'était un documentaire pour le coup. Et donc il y a une forme de théâtre populaire que j'aime beaucoup qui s'appelle les conférences gesticulées. Donc on se dit mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une conférence ou est-ce que c'est gesticulé? Est-ce que c'est du spectacle? C'est la même chose, en fait c'est ce mélange là, c'est pour ça que j'ai dit documenté, ce qui n'existe pas en fait, hein, évidemment c'est une comédie. En fait c'est une comédie, vraiment, c'est une fiction qui raconte l'histoire d'une réalisatrice que je joue, qui décide de faire un documentaire pour le coup sur la polyamorie. Et donc dans la comédie, à l'intérieur de la comédie, il y a des séquences documentaires où elle se met en scène elle-même. Et puis il y a un moment donné, comme elle a envie de filmer son amoureux pour voir les réactions qu'il a lui aussi dans les différentes interviews, et que lui ne veut pas qu'on le reconnaisse, du coup elle décide d'embaucher un comédien pour jouer dans le film le rôle de son amoureux. Et donc là ça devient vraiment une comédie dans la comédie, une mise en abîme. Et un mélange de voilà, comme je dis dans le film, c'est une comédie dans un documentaire dans une comédie, on ne sait plus si c'est de la fiction, de la réalité, voilà, il y a des vrais personnages, donc il y a des gens qui répondent aux questions dans le documentaire et qui sont des vrais gens de la vraie vie, par exemple Françoise Saint-Père qui a écrit les premiers livres en français et qui donc ont vraiment fait date et qui sont essentiels, qui s'appellent Aimer plusieurs hommes et le guide des amours pluriels. Et Aimer plusieurs hommes est réédité en janvier aux éditions Tabou, donc c'est formidable. C'est la 5e édition, c'est bien la preuve qu'il y a un besoin. Et puis, il y a des gens qui vivent de manière polie, et puis il y a des gens qui sont des comédiens, qui interprètent des personnages polis, puis il y a ma vraie sœur qui bosse vraiment à France Culture. Enfin, voilà, donc il y a un mélange de gens qui jouent leur propre rôle et en même temps de gens qui sont vraiment eux-mêmes. À l'arrivée, on ne sait pas trop, quoi. Et c'est pas l'enjeu, puisque l'enjeu c'est de savoir, c'est à la fois les émotions que va déclencher cette exploration de la polyamorie, et puis les questions que se pose la réalisatrice qui joue le rôle d'une Candide. Donc les questions que se pose tout le monde, c'est quoi la polyamorie, mais vous n'êtes pas jaloux, c'est quoi la différence avec le libertinage, et comment on fait pour gérer l'emploi du temps, et voilà. Et toutes ces questions-là sont des questions qui sont posées dans le film à travers la fiction. Voilà, et qui du coup dit ouais c'est vachement sympa mais bon c'est peut-être pas toujours rigolo tous les jours. Voilà, c'est le but.
Bah alors justement, on va réaborder ces questions-là, hein, parce que, comme vous le dites, hein, c'est les questions qui font souvent surface. Alors vous parliez notamment justement de votre sœur qui était dans le film, et donc on voit sa réaction dans le film, mais du coup, quelles ont été les réactions des personnes de votre entourage quand vous avez dit, bah, je vais parler de polyamorie, puisque peut-être qu'ils ne connaissaient pas non plus d'ailleurs. Alors la réaction que j'ai fait jouer à ma sœur dans le film, c'est un scénario, la scène est complètement écrite. Elle avait appris sa scène, mais elle n'avait pas lu le scénario, pour le coup, c'est vrai. Mais c'est une réaction réelle de quelqu'un de ma famille, effectivement, qui m'a dit, mais enfin, tu peux pas faire un sujet pareil, tu te rends compte avec les enfants, c'est pas un sujet pour les enfants, ils sont voilà, bon. Donc j'ai mis dans la bouche d'un personnage, en l'occurrence ma sœur, une réaction réelle. En fait, les gens ont réagi tous de manière différente en fonction de leurs propres émotions et de leurs propres projections et de en quoi ça les inquiète et de quoi il s'agit, et ils savent pas forcément de quoi il s'agit. Donc du coup, par principe, quand on connaît pas, on s'inquiète, quoi. Euh, voilà. Donc la réaction avant que je fasse le film n'est pas la même que quand ces mêmes personnes ont vu le film. Et en l'occurrence, cette même personne qui m'avait dit tu peux pas faire ça, c'est pas possible, quand elle est allée voir le film et quand elle l'a découvert, et que du coup elle y allait carrément super à reculons, en fait elle a adoré, en me disant en fait c'est un film qui parle d'amour, c'est un film qui parle de relations, c'est un film qui parle de couple, c'est un film qui interroge les relations de couple, les relations d'amour, de confiance, de respect, et qui pose cette question-là. Voilà, on parle de communication non violente, on parle d'écoute, on parle d'accueil des émotions. Et du coup, elle a été très surprise de ce qu'elle a découvert par rapport à ses préjugés, qui étaient waouh, c'est quoi ce truc, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et puis en fait, elle a découvert qu'à partir du moment où l'enjeu c'est de quoi toi t'as envie si on rentre en relation, et de quoi moi j'ai envie, et est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente, et je vais rien forcer, je vais rien imposer. C'est ce qui nous convient à l'un et à l'autre quand on rentre dans une relation. Elle a trouvé ça super chouette, et elle m'a écrit un mot qui disait voilà, c'est un film qui donne le temps de penser à l'amour. Et j'avais trouvé ça joli comme formule. Et justement, alors, parce que vous le disiez, d'autres réactions, c'était de dire, mais alors, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de jalousie dans la polyamorie, et justement, en fait, il y a énormément d'émotions, finalement. Donc, si, il y a de la jalousie, mais c'est une différente manière de l'aborder, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on reste des humains avec des émotions, et c'est les mêmes émotions que tout le monde. C'est juste que, effectivement, quand on. Alors, déjà, on peut redéfinir ce que c'est que la jalousie. Si moi je vous demande ce que c'est que pour vous la jalousie, vous allez me répondre quoi? Alors, j'ai vu le film, mais j'aurais tendance aussi à dire que c'est le reflet de nos peurs, de toute façon. D'accord. Mais effectivement, mais la question c'est quoi la jalousie comme émotion? C'est quoi les C'est de la émotions? colère, de la peur. Les émotions de base? Bah c'est ça. Si vous avez vu Vice Versa, et si vous n'avez pas vu Vice Versa, regardez-le. C'est un film merveilleux sur les émotions. Les émotions de base, traditionnellement, enfin c'est pas traditionnellement, c'est les émotions voilà, humaines, universelles. La peur, la colère, la tristesse, la joie. Et puis certains rajoutent le dégoût, et d'autres rajoutent la surprise. C'est les émotions standards, universelles. Ça, c'est des émotions. On sait comment elles se traduisent dans notre corps. Quand je suis triste, je me replie sur moi, j'ai envie de pleurer, j'ai plus d'énergie. Quand je suis joyeux, j'ai envie d'exploser, je suis pleine d'énergie. Quand je suis en colère, j'ai mes poings qui se serrent, j'ai le cœur qui se met à taper, et voilà, j'ai du sang qui se met dans mes bras pour attaquer. Quand j'ai peur, pareil, j'ai tout d'un coup, soit je suis complètement figée, soit je pars en courant, j'ai de l'énergie pour partir. Dans tous les cas, c'est des manifestations physiques. Et on sait comment elles se manifestent. La jalousie, c'est quoi comme émotion? C'est un mélange, en fait, finalement. Eh ben, ça veut rien dire. Eh ben, c'est ça. En fait, la jalousie, c'est juste un mot qu'on a créé pour dire, il y a un truc, là, j'ai un truc désagréable que je ressens. Et c'est super désagréable. Et dans notre société, on nous apprend que quand on ressent un truc désagréable, ben, c'est la faute de l'autre. C'est parce que tu as fait quelque chose. Si je suis super en colère, c'est parce que t'es arrivé en retard. T'as un quart d'heure de retard et tu m'as pas prévenu. Et je suis super en colère. Ben non, peut-être pas.
parce que peut-être que, en fait, quand tu arrives en retard le lendemain, moi je suis super contente parce que j'étais en train de finir un truc et j'ai eu le temps de finir mon travail. Ou peut-être que j'ai pas du tout envie de te voir et je suis super contente que tu arrives en retard. Ou en fait je me sens hyper triste parce que j'ai l'impression que si tu arrives en retard c'est que tu tiens pas à moi. Et la même action avec moi dans un état différent ou la même action avec quelqu'un de différent va déclencher en moi des émotions différentes. C'est bien le signe que l'émotion elle est à moi. L'émotion elle m'appartient. Donc nous, la manière qu'on a d'aborder la jalousie, c'est tout simplement, enfin on fait rien d'autre, on n'a rien inventé, hein. On travaille sur la logique émotionnelle, sur l'accueil des émotions, sur l'intelligence émotionnelle, on travaille avec la communication non violente, avec tout plein d'outils qui permettent de gérer les émotions et de comprendre à quoi elles servent et de partir du principe qu'une émotion c'est quelque chose de positif en soi, même si elle est désagréable, elle nous indique quelque chose et elle nous indique un endroit en nous qui n'est pas à l'aise, qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas en moi, mais c'est pas forcément parce que tu as fait quelque chose. Ça peut être un déclencheur, mais la question c'est qu'est-ce que ça réveille en moi. Et du coup la question c'est, ok, là, je ressens quelque chose de désagréable, mais est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Qu'est-ce qui a déclenché ça en moi? Et du coup, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est quoi comme insécurité? Est-ce que j'ai peur de te perdre? Est-ce que j'ai peur que tu m'abandonnes? Est-ce que j'ai peur d'être moins bien? Est-ce que j'ai peur que l'autre soit mieux que moi? Est-ce que j'ai peur de plus pouvoir te joindre si tu es avec quelqu'un d'autre et que tu coupes ton portable? Est-ce que c'est la peur de me sentir exclue? Du genre, tout le monde est invité à l'anniversaire et pas moi, pourquoi moi je suis pas invitée à l'anniversaire? Voilà, c'est vraiment... donc c'est toutes ces peurs-là, ou toutes ces colères, enfin toutes ces émotions-là qui sont réveillées. Et en polyamorie, on va explorer ces choses-là qu'en général, dans un couple mono, on a bien verrouillé. Il y a peut-être moins de dialogue, enfin, c'est pas forcément le cas de manière générale, mais voilà, chez les poly, le principe de base, c'est justement le dialogue, donc peut-être que ça peut permettre de libérer les émotions. C'est ça. Mais dans la société, dans la culture telle qu'on a, quand on se met en couple, et moi je le vois, j'ai des enfants, ça commence très jeune, à 10 ans, c'est on est en couple. Ça veut dire quoi, on est en couple? Ça veut dire, je m'engage à ne pas avoir de relation avec d'autres personnes. En échange de quoi, tu t'engages à ne pas avoir de relation avec d'autres personnes. Du coup, pour être rassurée, moi, sur le fait que tu vas pas aller voir d'autres personnes, je suis prête, moi, à sacrifier ma propre liberté. Mais sur le moment, au moment où on tombe amoureux, on est super amoureux. Enfin, pas toujours, mais souvent, c'est le modèle qu'on a, en tout cas. Et on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, les chiffres nous montrent que la monogamie, jusqu'à ce que la mort nous sépare, d'un point de vue statistique, la plupart des gens ont plusieurs vies monogames ou théoriquement monogames, les unes à la suite des autres. Ce qu'on appelle les monogamies sérielles. Ils sont peut-être monogames, mais ils sont monogames le temps d'une relation. Et si ça se trouve, le temps d'une relation, ça va durer 6 mois, ou 5 ans, ou 15 ans. Mais effectivement, c'est le temps d'une relation. Et quand bien même, à l'intérieur de ce cadre-là, ce qu'on voit, et dans les chiffres qu'on a, c'est qu'au bout de 5 ans de relation de couple, théoriquement monogame, les chiffres de l'adultère, alors ils varient, hein, parce que qu'est-ce que c'est qu'un adultère? Est-ce que chatter sur Facebook, c'est déjà trompé? Enfin, on connaît le débat sur le président des États-Unis, sur Clinton. Enfin, qu'est-ce que l'adultère? Donc, les chiffres varient complètement, mais globalement, c'est plus de 50% des personnes en couple qui, à un moment ou à un autre, sont passées à l'acte, ou ont eu envie de passer à l'acte. Donc, du coup, la question, c'est vraiment ça qu'on remet en cause, en fait. C'est de dire, si la monogamie était si naturelle et si évidente pour tout le monde, pourquoi ça serait si compliqué? Pourquoi on serait obligé de mettre des garde-fous? Pourquoi on serait obligé de faire des promesses comme ça? Pourquoi il y a tant de gens qui mettraient en péril tout ce qu'ils ont construit pour tout d'un coup Donc voilà, l'enjeu c'est ça. Et en polyamorie, ce qu'on fait, c'est que on assume ces potentiels désirs multiples dès le départ. Ou à partir du moment où ça se pose.
Alors, justement, parce que vous parliez de cette notion de couple, est-ce que c'était naturel ou autre? Parce que j'avais lu un article en préparant le podcast de Philippe Renaud, qui est psychiatre et qui parle, Et qui écrit des super bouquins. voilà, aussi, et qui est président de l'Observatoire international des couples. Ouais. Voilà, donc effectivement, ce sont des thèmes il a beaucoup abordés. Et il expliquait donc le couple tel qu'on le connaît dans la société n'était pas naturel. Finalement, à vous écouter, j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu la conclusion qu'on peut avoir. Alors, j'ai pas très envie, je me suis entendue prononcer le mot naturel et je me suis dit, ah zut, je devrais pas. Euh, je veux pas rentrer dans ce débat naturaliste, enfin, d'abord, je suis pas compétente en la matière. Et puis, surtout, nous, ce qu'on défend, c'est qu'il n'y a pas, justement, il n'y a pas une norme. Ce qui va s'adapter. C'est le plus important. C'est ça l'enjeu. Pas une norme. C'est ça. C'est que, en fait, moi, nous, ce qui nous pose problème, c'est de dire que quand on nous dit ce qu'on doit faire et comment on doit vivre. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on nous impose à l'école, par la société, la culture, les films de Walt Disney, les comédies romantiques, on nous impose ce modèle ambiant de l'amour, c'est le couple, et c'est comme ça. Et en dehors, c'est pas possible. Et comme c'est quelque chose qui est imposé, et qu'on pense que tout le monde vit comme ça, bah, du coup, quand les gens ont des tentations en dehors de leur couple, souvent c'est vécu dans la culpabilité, c'est vécu dans un rapport à l'autre, et puis avec la peur de faire mal et la peur légitime de faire mal à l'autre. Donc tout ça, c'est tout ça qui est lourd. Et en fait, il y a une psy américaine, enfin belgo-américaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Esther Perel, qui dit qu'en fait, l'adultère c'est comme une pièce, y a pile et face, ben, d'un côté il y a la monogamie imposée, puis de l'autre côté il y a l'adultère, et ça va ensemble. Alors il y a des gens qui sont super heureux en étant exclusifs toute leur vie, c'était le cas de ma grand-mère avec son deuxième mari, et c'est chouette, et tant mieux. Mais il y a des gens à qui ça convient pas. Et il y en a beaucoup à qui ça convient pas. Et c'est à ces gens-là en fait qu'on a envie de s'adresser en disant, ben, il est possible de vivre autrement. Si le modèle général ambiant ne vous convient pas, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres options. Et ça, c'est super important. Donc, naturel ou pas naturel, c'est pas tellement l'enjeu. Ce qui est sûr, c'est que... Alors, le couple, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le mariage hétéro, mono, tel qu'on le connaît, enfin, le mariage est un contrat social qui date de longtemps. C'est une institution. C'est un contrat social qui a été mis en place il y a très longtemps pour protéger... Enfin, c'était vraiment un arrangement entre les hommes, les femmes pour voilà, contrôler la sexualité des femmes et le ventre, et d'un côté transmettre le patrimoine. Mais le mariage d'amour tel qu'on le conçoit aujourd'hui, il a à tout casser 150 ans. Et voire même le mariage où on impose l'exclusivité aux hommes comme on l'a imposé aux femmes avant, ça date quasiment des années 50, quoi. C'est super récent. Et du coup, on est en train de plaquer un idéal romantique d'amour sur une institution sociale qui a été créée pour d'autres raisons. Et c'est ça la sensation que j'ai, moi, hein, c'est mon intuition, moi, c'est ça, c'est ce truc-là qui aujourd'hui où les femmes sont autonomes financièrement, intellectuellement, où elles ont leur métier, où elles ne dépendent plus, et surtout, c'est la contraception. C'est ça qui a changé, la révolution, elle vient de la contraception. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur de tomber enceinte. Tout d'un coup, ça change. Et du coup, les femmes ont cette liberté qu'elles n'ont jamais eue. Jamais. Et du coup, ben, forcément, ça redéfinit les données et les bases du couple tel qu'il est conçu aujourd'hui dans le mariage. C'est l'homme qui décide. Le chef de famille. Quand vous remplissez les choses pour les dossiers pour l'école, il y a plus le chef de famille, parce que là je pense que voilà, c'est juste pas possible, mais il y a d'abord le père, toujours, et ensuite la mère. Peu importe, il y a juste là une école de mon fils où tout d'un coup il y a écrit parent numéro 1, parent numéro 2. Merci. Parce qu'il y a des familles où il n'y a pas de père, il y a des familles où il n'y a pas de mère, il y a des familles où il y a 2 pères, il y a des familles où il y a 2 mères, il y a des familles où il y en a 3. Donc effectivement, c'est parent numéro 1, parent numéro 2, c'est beaucoup plus juste que le père, la mère. Donc c'est tout ça qu'en fait on remet en cause en polyamorie. Forcément, ça dérange l'ordre social, ça c'est sûr, c'est politique, c'est féministe, foncièrement féministe, parce que tous les partenaires ont les mêmes droits, quel que soit leur genre. Et
on est en négociation, en démocratie, en consentement. Donc il n'y a pas quelqu'un qui dit « T'es pas d'accord avec moi, ben c'est pas grave, bah, j'essaie de discuter, hein, mais si on n'arrive pas à discuter, c'est moi qui décide. Parce que c'est moi qui ai l'argent et c'est moi qui décide. » Ben non, ça marche plus comme ça. Donc c'est le reflet d'une société qui évolue aussi, finalement. C'est ça, c'est le reflet de la société qui évolue, c'est le reflet des femmes qui sont autonomes, c'est le reflet de la contraception, c'est le reflet d'Internet, c'est le reflet des téléphones portables. Parce que maintenant, quand on nous appelle, on ne sait pas si on est au travail, à la maison ou avec son amant dans sa chambre d'hôtel. Et on n'a pas moyen de le savoir. Donc voilà, la société évolue et c'est ça qui est en train de bouger, quoi. Si on continue à garder ce cadre coincé, en fait, quand on est dans un cadre coincé, ben, voilà, c'est fait pour déborder, quoi. Y a un moment où... voilà, donc l'enjeu, c'est quand les gens sont heureux, quand deux personnes sont heureuses en étant exclusives, chouette. Enfin, chouette, quoi, c'est super. Mais quand dans une relation, il y a une des deux personnes à qui ça pose problème et qui aimerait pouvoir vivre autrement tout en maintenant ce lien privilégié qu'elle a construit, ben, la polyamorie est une option. Et là je vous parle d'un couple établi parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent à d'autres relations, à des relations plus ouvertes après 5 ans, 10 ans, 15 ans de couple monogame. Mais il y a aussi, bien sûr, pour répondre à votre question tout à l'heure, plein d'autres formes de gens qui sont, par exemple, il y a ce qu'on appelle les solopolis. C'est des gens qui sont célibataires, qui se définissent comme « je suis ma propre principale relation, je choisis de vivre seul, et en revanche, j'ai plusieurs relations ». Il peut y en avoir qui ont plus de poids émotionnel que d'autres, ou pas. Et il y a des gens qui ont aussi... il y a une partie de la polyamorie qui s'appelle l'anarchie relationnelle. Alors là, je ne suis pas complètement la meilleure placée pour en parler, mais globalement, ce que j'en comprends, c'est que ce sont des personnes qui, justement, ne mettent pas du tout de hiérarchie, mais dans aucune de leurs relations. Une relation amoureuse ne va pas plus avoir d'importance qu'une relation d'amitié. Ah oui, d'accord. Voilà, il n'y a pas de... Parce que dans la société telle qu'on est, c'est... voilà, j'ai un rendez-vous avec toi, t'es mon ami, mais si mon amoureux a besoin de moi, ben, il a priorité. Ben, non. Moi, dans mon éthique personnelle, quand j'ai un engagement avec quelqu'un, ben, cet engagement prime. Que tout d'un coup, je sois rappelée à la maison ou pas. C'est différent pour les enfants. Les enfants restent prioritaires. Mais les relations d'amour, d'amitié, professionnelle, d'engagement, ben voilà, mon éthique personnelle, c'est que je m'engage pas souvent, mais quand je m'engage, je m'engage. Je suis quelqu'un de fidèle à mes engagements, et à ma parole, et aux personnes avec qui je suis en relation. Donc voilà, c'est ça. Et donc, pour répondre à votre question, la polyamorie, il peut y avoir aussi bien des gens qui sont solo-poly, que des gens qui sont en couple, ce qu'on appelle un couple primaire, c'est-à-dire en couple, par exemple, qui sont des gens qui sont mariés, ou des gens qui habitent ensemble, ou des gens qui ont des enfants, qui ont des engagements ensemble, et puis qui ont des relations à côté. Il y a aussi des gens qui sont en couple, et qui du coup, mais qui sont plus en anarchie relationnelle, où tous les couples sont à égalité. Il y a, comme dans votre reportage, des gens qui vont choisir de vivre comme un couple, mais ils sont 3, donc on appelle ça un trouble, c'est pas très joli, ou une triade. Mais ça peut être 4 personnes, ou ça peut être 5. Et là, bah d'ailleurs, en l'occurrence, dans notre reportage, eux voulaient être reconnus légalement. Est-ce que vous en avez rencontré des gens qui vivent comme ça et qui aimeraient avoir aussi cette reconnaissance ? Bien sûr. Vous pensez que ça pourrait arriver un jour en France d'obtenir une reconnaissance comme celle-ci, comme celle dont on parle dans notre reportage ? Ben, moi, j'ai l'espoir que la société évolue, que la légalité, que la loi évolue avec la société. La société évolue de fait. Ces personnes qui vivent à 3 ou à 4 existent de fait. Moi, je connais des familles, pour le coup, c'est des gens qui ne sont pas du tout polis, qui ont des enfants avec deux couples, où il y a 4 parents, de fait. J'ai une amie aussi qui a des enfants avec plusieurs partenaires. Enfin, ces situations nouvelles, ces familles nouvelles existent, qu'on le veuille ou pas. Et du coup, forcément, il y a un moment où, mais c'est mon espoir, c'est parce que je suis de nature optimiste,
Mon espoir, c'est que oui, la société, à un moment donné, acte et reconnaisse ces situations qui sont juste aberrantes d'un point de vue du droit, quand on voit concrètement ce qui se passe, qui n'a aucun sens, quoi. Donc, par exemple, j'ai une amie qui avait un enfant avec un homme et qui voulait faire un enfant avec son autre partenaire. Et en fait, légalement, aujourd'hui, c'était pas possible que cet autre partenaire reconnaisse l'enfant tant qu'elle était pacsée avec son premier partenaire. L'enfant était de fait déclaré comme l'enfant du premier partenaire et le nouveau père le vrai père ne pouvait pas déclarer cet enfant. Je crois qu'il y a une situation comme ça. Ça n'a juste aucun sens d'un point de vue pour l'enfant. Voilà. Donc oui, j'espère que ça va évoluer maintenant. Affaire à suivre, quoi, plutôt. Affaire à suivre. Ça bouge beaucoup au Canada. Ça bouge beaucoup en Amérique du Sud, étrangement. Parce que là, vous avez passé un reportage sur la Colombie, mais j'ai déjà vu quelque chose comme ça au Brésil aussi. Et ça bouge au Canada, beaucoup. Bon, bah, du coup, à voir si ça peut avoir un impact ensuite sur la France. Ouais. Voilà. Il y a un film qui sort bientôt, là, qui s'appelle Professeur Marston and his Wonder Woman. Je crois que le titre français, c'est Les Wonder Woman ou quelque chose comme ça. C'est un film sur le créateur de Wonder Woman qui vivait avec 2 femmes. Et en fait, c'était vraiment un couple, une triade. Ils vivaient vraiment à 3 et ils ont vécu à 3 pendant des années et des années. Quand lui est mort, elles ont continué à vivre ensemble, elles, pendant des dizaines d'années. C'était vraiment une relation où les 2 femmes avaient aussi... Chacune des 2 femmes était en relation avec Marston et les 2 femmes étaient aussi en relation entre elles. C'est un vrai couple. Et en fait, il a créé Wonder Woman à partir des 2 femmes de sa vie. J'en avais entendu parler de ce film, oui, effectivement, il sort bientôt, il me semble. Il devrait sortir en février. Et ça a fait beaucoup de bruit aux États-Unis et au Canada, donc on espère qu'on va en entendre parler aussi en France. Et du coup, en gros, ce qu'il dit, c'est le premier film grand public qui aborde ça de manière frontale et où il n'y a pas comme malheureusement dans la plupart des films, à la fin, voilà, Julie Jim ou Vicky Barcelona, enfin tous ces films-là où à un temps donné, on envisage une relation à 3, traditionnellement, ça se termine toujours mal. Donc voilà, pour une fois, c'est un film grand public. Qui ne peut pas forcément montrer ça, justement. Alors, pour terminer, on va parler de votre film, pour le coup, qui lui donc sort en 2018. Comment ça va se passer? Il va sortir où? Comment on peut le voir? Il sort a priori le 11 avril 2018. Ça sera peut-être le 4, mais a priori c'est le 11 avril. Je sais déjà qu'il va sortir au cinéma à Paris au 3 Luxembourg. J'ai un engagement direct de la programmatrice. Et donc voilà, je peux lancer un appel à tous les exploitants de France et de Navarre. Le film sort en sortie nationale, il est sur Allociné, il y a la bande-annonce. Et effectivement, voilà, maintenant, comme c'est un film que j'ai financé moi-même en autoproduction, en financement participatif, il n'y a pas non plus de producteur, j'en ai pas eu besoin, donc comme voilà mon chat qui s'invite. Et donc il n'y a pas non plus de distributeur, parce qu'il n'y a pas d'argent à récupérer du CNC, donc ça ne les intéresse pas. Et du coup, je suis ma propre distributrice, donc voilà, je peux en appeler à tous les exploitants. J'ai eu mon visa hier, donc j'ai un vrai visa d'exploitation et le film sort en salle. Donc j'espère, en gros, il va sortir là où les gens auront envie de le voir. Voilà, et je fais déjà des avant-premières un peu partout. Il a été diffusé un peu partout dans le monde déjà. Il est passé aux États-Unis, au Canada, il est passé en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Inde. Il a gagné un grand prix dans un festival international au Canada. Donc voilà, il a déjà pas mal circulé, un petit peu en région, à Marseille, à Strasbourg, à Lille. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent le projeter, il suffit de m'écrire. J'organise des projections un peu partout. Pour l'instant, je l'envoie même parfois en Inde, j'y suis pas allée, donc j'ai envoyé un lien WeTransfer. Ils ont fait une projection devant 50 personnes et ensuite on a fait une discussion Skype. Okay. Une adresse email peut-être du coup pour vous écrire. L'adresse du film, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est lutinelefilm.com. Lutine comme un lutin mais au féminin, lutine parce que ça vient de lutinage qui veut dire polyamorie, inventé par Françoise Saint-Père. Donc c'est lutinelefilm.com et là il y a tout. Il y a la bande-annonce, les extraits, comment organiser une projection, où il sort.
les photos, des liens vers des articles sur la polyamorie, des liens vers des bouquins, voilà, des vidéos, plein de choses. Eh ben voilà, parfait. Bon, bah, du coup, on donne rendez-vous à nos internautes pour ceux qui seraient intéressés ou même qui aimeraient donc avoir une projection. Ne pas hésiter à vous contacter. Ben, merci beaucoup en tout cas. Voilà, Isabelle. et je suis aussi joignable sur Facebook, évidemment. Donc mon nom de scène, c'est Isa Lutine. Donc sur Facebook. Eh ben, sur Facebook également. Ben, merci beaucoup en tout cas merci à vous. d'avoir participé à ce podcast. Merci. Et donc je rappelle à tous nos internautes que si vous voulez donc consulter le webdoc sur le trouble en Colombie, il suffit de cliquer sur le lien dans la description du podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.